Voilà. Alors, bonsoir à tous. Je vais vous parler de l'intérêt du monitoring cardiaque prolongé chez les patients avec AVC d'origine indéterminée, ce qui revient à se poser la question de mettre un REVIL chez tout ESUS. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par AVC d'origine indéterminée? C'est un terme qui inclut à la fois les AVC cryptogéniques et les ESUS, qui ne sont pas des synonymes. Le terme d'AVC cryptogénique désigne les AVC d'origine indéterminée, soit à l'issue d'un bilan complet, d'un bilan incomplet ou si l'AVC est de cause multiple. Donc il sous-entend un groupe hétérogène de causes. Le terme DESUS, c'est un acronyme pour Embolic Stroke of Unknown Source, qui a émergé dans la littérature en 2014, qui désigne un sous-type d'AVC cryptogénique non lacunaire, d'allure embolique, supposé être cardio-embolique, sur fibrillation auriculaire. Et plus qu'une définition physiopathologique, c'est en fait un outil qui a été développé pour améliorer la prévention secondaire des AVC en partant des observations suivantes. C'est que les AVC d'origine indéterminée, comme vous le voyez, représentent le 20 à 25% de l'ensemble des AVC ischémiques, que les ESUS, parmi eux, représentent un AVC sur 6, soit à peu près 15 à 17% de l'ensemble des AVC ischémiques, et qu'ils sont associés à un risque de récidive qui n'est pas négligeable, puisque de 4 à 5% par année. L'autre observation, c'était que pour 20% des patients victimes d'AVC, il s'agit d'une récidive dont le premier AVC n'a pas forcément vu son étiologie être définie. Alors pour rappel, les ESUS, le contexte, c'était qu'en l'absence de source cardiaque majeure, de sténose de 50% ou plus, ou de contexte particulier comme par exemple des dissections ou des vasculites, la cause devait être forcément cardio-embolique sur fibrillation auriculaire. Et dans un monde idéal, les ESUS auraient rimé avec anticoagulation empirique. Ça aurait permis de réduire le risque de récidive et de rendre obsolète le dépistage de la fibrillation auriculaire par monitoring cardiaque. Les choses, elles n'ont pas du tout été comme ça. Quand on regarde dans la littérature, entre 2018 et 2024, on a 4 études randomisées contrôlées, 3 méta-analyses qui ont failli à démontrer la supériorité des NACO par rapport à l'aspirine. Les deux premières, c'était l'étude Navigate-ESUS et Respect-ESUS, respectivement avec le rivaroxaban et le dabigatran versus aspirine. Elles ont fourni des résultats complètement neutres. Et puis les études Atticus et Arcadia étaient extrêmement attendues parce qu'elles avaient affiné leurs critères de sélection. Ce n'était pas simplement des ESUS récents, mais c'était aussi dans l'étude Atticus des patients qui avaient au moins un facteur de risque de cardio-embolisation ou un FOP. Et dans l'étude Arcadia, c'était des patients qui avaient un fort profil de cardiomyopathie atriale. Et là encore, les résultats ont été complètement neutres et ces études se sont interrompues prématurément par faute de résultats. Les méta-analyses qui ont suivi par la suite n'ont pas montré de résultats différents. Les relectures de ces études et les analyses post-hoc montrent qu'il y a quand même un sous-type qui bénéficierait de l'anticoagulation. Et ce sous-type, c'est les patients de plus de 75 ans, ce qui a relancé l'hypothèse cardio-embolique sur F1 infraclinique, étant donné que, comme vous le savez, l'incidence et la prévalence de la fibrillation auriculaire augmentent avec l'âge dans les deux sexes, même si un petit peu plus tardivement chez les femmes que chez les hommes. Alors, il n'en demeure pas moins qu'à la suite de ces études, les sociétés savantes n'ont pas recommandé d'anticoaguler de façon empirique un patient victime d'ESUS sans qu'une fibrillation auriculaire ne soit clairement démontrée. En pratique, ça pose un gros problème. Je vous rappelle que les résultats étaient neutres. Ça veut dire que sous aspirine, il y a près de 5% de récidive, d'où le challenge de dépister la fibrillation auriculaire infraclinique par d'autres moyens. Et c'est là qu'interviennent les monitorings cardiaques prolongés, dont les monitorings cardiaques implantables. Vous savez, c'est pas parce qu'on ne voit pas une fibrillation auriculaire qu'elle n'existe pas. D'une part, parce que le rendement des monitorings cardiaques externes, il est bas. Dans la littérature, il est rapporté comme de l'ordre de 2% pour un ECG standard, 4 à 5% pour un monitoring sur 24 heures. On augmente péniblement à 15-20% pour un ECG de longue durée entre 7 jours et 30 jours. Par ailleurs, la fibrillation auriculaire infraclinique, elle est souvent asymptomatique et paroxystique. Et puis en plus de tout ça, elle peut aussi être différée en fait dans le temps, de plusieurs mois, voire d'années, ce qui questionne en soi le lien de la fibrillation auriculaire avec l'AVC pour lequel le bilan est fait. Et ce lien, c'est vraisemblablement la cardiomyopathie atriale, qui est un substrat atrial thrombogène, dont la fibrillation auriculaire serait en fait
l'étape finale, elle serait plus un marqueur que la cause réelle de l'AVC. Alors justement, l'importance de cette fibrillation auriculaire infraclinique, elle est associée à une augmentation du risque d'AVC qui est à peu près de l'ordre de 2,5 fois. Même si elle a faible charge et différée dans le temps, si on la considère comme la touche finale de la cardiomyopathie atriale, elle a son importance. Et puis, c'est un phénomène dynamique, c'est-à-dire qu'elle peut, de fibrillation auriculaire différée dans le temps à faible charge, évoluer en fibrillation auriculaire à forte charge. Or, les AVC sur fibrillation auriculaire, ils sont souvent plus délétères que les autres, ils ont un moins bon pronostic fonctionnel et ils sont souvent 2 fois plus fatals que les AVC d'une autre origine. Or, il y a un traitement préventif qui est l'anticoagulation qui permet d'éviter le risque de récidive de 60 à 70%, alors que l'aspirine ne l'évite que de 30 à 40%. Si on regarde les études qui ont comparé le monitoring standard au monitoring cardiaque prolongé, on a 2 études pivots qui sont l'étude Crystal-EF publiée en 2014 et l'étude Embrace en 2014. La première, elle a comparé le monitoring cardiaque implantable au monitoring Holter sur 24 heures avec 10 fois plus de FA détecté à 3 ans, avec un délai médian de 84 jours environ. La seconde, elle a comparé le Holter sur 30 jours au monitoring standard de 24 heures avec à 30 jours un dépistage de FA de 16,1% dans le groupe monitoring de longue durée versus 3,2% dans le groupe monitoring Holter. Je vous épargne les autres études. En gros, toutes les études qui se sont développées par la suite, quel que soit leur design, randomisé contrôlé, de cohortes, méta-analyse, études observationnelles, il y en a une trentaine, elles sont toutes arrivées à la conclusion que le monitoring cardiaque de longue durée, dont le monitoring cardiaque implantable, était bien supérieur au monitoring cardiaque externe, sans surprise, parce que plus on enregistre longtemps, plus on a de chances de trouver une fibrillation auriculaire. Alors, on a des données en vie réelle qui confirment ces données d'études. On a notamment une étude multicentrique européenne, italienne, qui a recensé à peu près 800 patients, qui a inclus en fait 20 centres, et puis qui a confirmé le pourcentage à hauteur de 30% de fibrillation auriculaire infraclinique dépistée chez les patients avec AVC cryptogénique équipés d'un reveal dans le mois qui avait suivi l'AVC cryptogénique. Plus de 50% des patients avaient une FA de charge qui dépassait de plus de 6 heures. Et puis, il y a eu bien sûr un impact clinique. 95% des patients se sont vus anticoagulés alors qu'ils n'avaient pas d'anticoagulation avant. Un patient a vu son auricule fermé. Et puis, 28% des patients ont bénéficié d'un antiarythmique qu'ils n'avaient pas avant. Le délai moyen de détection, c'était après le monitoring cardiaque implantable, à peu près un petit peu plus de 3 mois. Et puis, la FA a été découverte un peu plus de 6 mois après l'AVC, donc des FA qui auraient été indétectables avec les monitorings cardiaques externes. Donc, c'est clair qu'on a des données solides, fortes, en faveur de l'efficacité du monitoring cardiaque implantable, à tel point que les sociétés savantes recommandent actuellement pour tout patient avec ESUS, sans se baser sur d'autres paramètres, d'équiper les patients d'un monitoring cardiaque implantable le plus précocement possible, et pas seulement pour les ESUS, mais également suite à l'étude Stroke-IF, chez les patients dont la cause a été identifiée comme macro- ou microangiopathique, étant donné le même pourcentage de FA identifié dans ce groupe de patients. C'était également à hauteur de 30%, probablement parce qu'ils partagent des facteurs communs avec la fibrillation auriculaire, dont notamment l'hypertension artérielle. Alors en pratique clinique, est-ce qu'il faut mettre un reveal à tous les patients avec ESUS? La réponse est non. Pourquoi? Parce qu'en l'état, ce qui pose problème, c'est la définition même des ESUS qui n'est pas du tout assez sélective. Je vous ai dit, elle permettait d'exclure les athéromatoses aortiques, les sténoses de plus de 50% et les sources cardiaques majeures, mais par contre, elle n'exclut en aucun cas les athéromatoses aortiques complexes qui sont responsables d'AVC à hauteur de la FA, 16 à 20%, et qui nécessiteraient une double antiagrégation pour 6 mois. Elle ne tient pas compte non plus des plaques vulnérables de moins de 50% qui nécessiteraient aussi une antiagrégation, idem pour le carotide web, les valvulopathies cardiaques mineures, puis les thrombophilies dans les études, elles n'ont pas forcément du tout été recherchées. Et celles qui posent problème particulièrement, c'est celles anticorps antiphospholipides, où en fait, pour cette indication-là, c'est le syndrome qui prime sur les nouveaux anticoagulants.
Donc en fait, en pratique, il faut déjà qu'il y ait un tri. C'est d'ailleurs ce qu'on fait habituellement. Donc on recherche la théromatose aortique complexe, on exclut par Doppler et puis par imagerie les plaques vulnérables, on dose les anticorps antiphospholipides au moins, de façon à garder en fait que les patients présupposés être victimes d'une fibrillation auriculaire infraclinique ou d'une cardiomyopathie atriale qui double le risque d'AVC. Tant la cardiomyopathie atriale que la fibrillation auriculaire, on peut les considérer en fait, comme je vous l'ai dit, comme deux facettes d'un même processus pathologique, et donc les signes indirects de ces deux pathologies vont être les mêmes en termes de facteurs de risque cardiovasculaires, paramètres électrocardiographiques, échocardiographiques et paramètres sanguins, puisque les facteurs de risque vont entraîner un remodelage de l'oreillette qui ne sera pas seulement structurel en termes de fibrose, mais également électrique. Donc il y aura des anomalies également électrocardiographiques dont je vous parlerai après, et pour aboutir à la touche finale qui est la fibrillation auriculaire qui elle-même contribue à aggraver la cardiomyopathie atriale. Donc en pratique, parmi les ESUS résiduels, il faut identifier les patients qui seront les meilleurs candidats pour un monitoring cardiaque implantable. Alors vous pouvez oublier la radiologie, il n'y a rien qui distingue un ESUS d'un autre. Alors après, il y a des paramètres cliniques. C'est clair que le patient de plus de 75 ans qui est hypertendu et ou qui souffre d'apnée, il sera enclin à potentiellement souffrir d'une fibrillation auriculaire. On peut ajouter l'insuffisance cardiaque, les artériopathies et puis les coronaropathies. On a des marqueurs électrocardiographiques, donc les extrasystoles nombreuses, l'augmentation de la vitesse de la force terminale de l'onde P dans la dérivation précordiale V1. Je prends toujours mon souffle pour ça, mais bon, c'est un marqueur de la maladie auriculaire. On a aussi des paramètres échocardiographiques tels que la stase de contraste auriculaire ou bien évidemment la dilatation auriculaire gauche, mieux exprimée en volume indexé qu'en diamètre. Et ça suppose une bonne coordination et communication avec les cardiologues, ce qui est le cas en pratique quotidienne. Et puis on a les biomarqueurs sanguins, on est habitué à l'ANT-proBNP, donc produit de clivage du peptide natriurétique cérébral. On peut doser aussi, et l'un ou l'autre, les produits de clivage du peptide natriurétique auriculaire. C'est clair que ce sont des valeurs qui sont indicatives et qui ne doivent pas être considérées comme des seuils absolus. À Genève, on considère en fait que le risque est faible si la NT-proBNP est inférieure à 300, fort si elle est supérieure à 300 par exemple, mais ça peut être en fait différent selon les centres. Donc vous voyez, ça c'est une approche en fait personnalisée avec une stratification du risque, et en fait il y a un papier qui vient d'être publié par le comité AVC de la Société suisse de neurologie vasculaire en mars de cette année, qui en fait se distancie un peu des sociétés savantes et prône exactement cette approche en sélectionnant les patients, en se basant quand même sur les paramètres dont je vous ai parlé. Et puis il s'en distancie également parce qu'il ne recommande pas d'équiper les patients précocement avec un monitoring cardiaque implantable. C'est somme toute un appareil coûteux. Et étant donné que la fibrillation auriculaire à lourde charge a tendance à récidiver, il vaut mieux effectuer dans les premiers 2 mois post-AVC 1 voire 2 monitorings externes, avant bien évidemment de ne pas s'arrêter là et de considérer le monitoring cardiaque implantable. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que oui, le monitoring cardiaque implantable, c'est un outil indispensable et crucial pour dépister la fibrillation auriculaire infraclinique chez les patients victimes d'AVC d'origine indéterminée, donc les ESUS, non-recours systématique et généralisé du monitoring cardiaque implantable. Il faut présélectionner en fait les patients et puis se baser sur d'autres paramètres qui sont des paramètres indicateurs mais qui permettent de mieux sélectionner les candidats, puis effectuer 1 voire 2 R-tests avant d'équiper le patient d'un monitoring cardiaque implantable. On peut étendre l'usage des monitorings cardiaques implantables, c'est même recommandé, aux patients dont la cause de l'AVC est définie, micro- ou macro-angiopathique, et qui présentent un profil à risque de fibrillation auriculaire selon les mêmes critères que je vous ai énoncés. Parce qu'en fait, les mentalités ont quand même changé ces dernières années. Puis il ne s'agit plus, quand un patient est victime d'AVC, de simplement comprendre la cause du premier AVC, mais c'est hyper important de lui éviter un deuxième AVC et de tout prendre en compte pour améliorer la prévention secondaire.
Voilà, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Bonsoir. Bonsoir. Ma question était la suivante. J'ai un patient qui a fait un AVC régressif sur un épisode d'historique de fibrillation auriculaire. Il était anticoagulé et il a eu les droits en reveal. Pendant 3 ans, il n'a pas eu d'événement et maintenant la batterie est finie. Donc, mais je n'ai pas compris, il avait il a une aphasie sur une fibrillation auriculaire. L'hospitalisation, un épisode de fibrillation auriculaire. On Ouais. a conclu à une fibrillation auriculaire paroxystique. Ouais. Il était anticoagulé. Et il a été anticoagulé. Par la suite, les patients se plaignaient de temps en temps des palpitations. Okay. Et puis, leurs tests n'ont montré rien Ouais. du tout, puisque ça ne tombait pas au moment où les patients se plaignaient des palpitations. Il a eu son droit au reveal pendant 3 ans, et il a eu des événements et la batterie est finie. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi il a été équipé d'un reveal, parce qu'il avait il supportait pas il avait des malaises. Il avait des malaises. Ah, c'est pour ça. Il se plaignait, et puis on ne savait pas si c'était la fibrillation ou pas. Ouais, mais peu importe en fait. Il y a eu un épisode de fibrillation auriculaire documenté, il a eu un aphasie, c'est un truc complexe, ça nécessite, c'est embolique, si les vaisseaux étaient normaux et qu'il n'y a pas de thrombophilie et que l'aorte est normale, il y a eu une fibrillation auriculaire documentée, c'est typiquement quelqu'un chez lequel je n'oserais pas arrêter l'anticoagulation, c'est ça la question. Voilà. C'était ça, les patients ils disaient, puisqu'en 3 ans je n'ai pas eu, non, il ne faut pas l'arrêter. Et moi, je dis, moi, je ne peux pas l'arrêter parce que je ne sais pas si il est hyper tendu. C'est ça, ce d'autant plus que son risque a pu être réduit parce que s'il a eu de l'apnée qui a été pris en charge, s'il a une hypertension artérielle qui a été corrigée, ben on sait que ça participe aux épisodes de fibrillation auriculaire, donc il en aura moins. Mais par contre, je ne serais jamais arrêté, surtout si on se dit qu'en plus c'est la touche, c'est un marqueur d'une cardiomyopathie atriale. Voilà, il a déjà même en amont un substrat auriculaire thrombogène qui le met à risque d'embolisation et c'est typiquement quelqu'un chez qui il faut l'encourager à continuer au long cours son anticoagulation. Le seul avantage, c'est que son oreillette est normale, mais je n'ose pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter. L'anticoagulation. Merci. Je pense que si je peux là faire une remarque aussi, une question aussi pour toi, tu disais c'est la taille de l'oreillette qui est utilisée, mais maintenant c'est vrai, il y a des données probablement plus performantes pour prédire éventuellement les FA. Il y a quelques données dans la fonction de l'oreillette, parce que quand l'oreillette est encore de taille normale, il y a déjà un remodelage quand même, électrique d'abord et mécanique avant, et puis la fonction mécanique maintenant de l'oreillette, on sait qu'elle peut être anormale avant qu'il va se dilater. Il y a quelques données intéressantes dans des AVC justement cryptogéniques, mais c'est des petites cordes. On a vu que cette fonction de l'oreillette, en dessous d'un certain cut-off, était prédictive des gens qui vont plus tard, on va trouver la FA. Et même dans la population générale, il y a ces données-là. C'est très intéressant, c'est des logiciels maintenant qui sont sur les machines et qui commencent à être facilement utilisables. Et on a pris l'habitude aussi de faire ça un peu systématiquement dans les post-AVC aussi, de donner cette valeur de déformation de l'oreillette, même s'il n'y a pas encore de recommandations officielles. Mais c'est ça, à terme, la cible, ce ne sera plus la FA, ce sera le substrat atrial thrombogène qui précède en fait. Et puis c'est sur ça qu'on se basera pour mettre l'anticoagulation, on n'attendra pas qu'il y ait une fibrillation auriculaire. Exactement, il y a un exemple type, c'est l'amyloïdose, où on voit qu'ils sont, quand ils sont dans le rythme sinusal, mais si pour une autre raison on fait un examen transophagien, et on voit qu'il n'y a pas d'acte de contractilité, il y a un contraste spontané énorme, et d'où là l'idée des fois, est-ce qu'il ne faut pas les anticoaguler, même si on n'a jamais mis en évidence encore une FA, prophylactiquement, c'est quelque chose qui se fait dans cette population d'amyloïdose. Merci. Vous avez